5,9 millions de dollars. C'est un chiffre qui frappe. Oui, c'est le montant que l'arrondissement du Plateau Montréal, à Montréal, met chaque année dans ses parcs et ses infrastructures. À première vue, on se dit que c'est un signe de vitalité, de succès. Mhm. Mais en y pensant bien, on peut se demander est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plutôt le coût exorbitant à payer pour qu'un quartier aussi populaire ne s'effondre pas sur lui-même. C'est un peu ça le paradoxe qu'on va explorer. C'est exactement ça. On a des données qui viennent de wikiresidence.ca et d'infodrone.ca et qui justement décortiquent cet investissement. D'accord. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un investissement stratégique qui crée de la valeur ou est-ce que c'est une dépense défensive pour éviter le pire? Intéressant. Et on va voir que la réponse, c'est probablement un mélange assez complexe des deux. Bon, alors allons-y. Quand on parle de millions de dollars pour des parcs, l'image qui me vient en tête, c'est l'entretien. Le classique, oui. Tondre le gazon, vider les poubelles. Mais j'imagine que ces 5,9 millions, ça va bien au-delà de ça. On me dit que c'est un levier économique. Ça me paraît un peu fort comme affirmation pour des balançoires et des bancs publics. Et pourtant, c'est une réalité économique très, très concrète. Ce qui est contre-intuitif, c'est que dépenser de l'argent pour un banc de parc, ce n'est pas juste une dépense sociale. Non. Non, c'est une des stratégies financières les plus solides de l'arrondissement. Il faut voir ça comme une machine, disons en 3 temps. D'accord. D'abord, il y a l'injection directe. Chaque projet, ça mobilise des entrepreneurs, des architectes paysagistes, des ouvriers locaux. Ça, c'est de l'emploi, c'est de l'activité économique directe. Ok, ça c'est l'effet classique des dépenses publiques. Mais vous avez parlé de stratégie financière solide, ça doit aller plus loin que ça. Absolument. Le deuxième temps, et c'est là que ça devient fascinant, c'est l'impact sur l'immobilier. Ah, Les chiffres qu'on a analysés sont très clairs. La proximité d'un parc bien entretenu et d'une ruelle verte, ça peut faire grimper la valeur d'une propriété de 5 à 15%. 15%, c'est énorme. C'est énorme. Donc, en améliorant ces espaces publics, l'arrondissement augmente la valeur de son principal actif, son parc immobilier. Donc si je vous suis bien, en investissant dans un parc, l'arrondissement ne fait pas que rendre les gens plus heureux, Non, il augmente directement la richesse des propriétaires du quartier. Et j'imagine que ça a une suite logique, ça. exactement. Et c'est le troisième temps du moteur, le retour sur investissement. Le voilà. Des valeurs immobilières plus élevées, ça veut dire quoi? Ça veut dire des revenus fonciers plus importants pour l'arrondissement. Cet argent retourne dans les coffres. Et peut-être réinvesti. Précisément. Pour maintenir et améliorer ces mêmes espaces qui ont créé la valeur au départ. C'est un cycle vertueux qui s'auto-alimente. Le parc devient, en quelque sorte, une machine à générer des taxes. C'est fou. Donc, quand on finance l'installation d'une nouvelle fontaine au parc La Fontaine, on ne fait pas juste une dépense, on fait un placement qui va se rembourser tout seul grâce aux taxes foncières. C'est tout à fait l'idée. Et ça ne s'arrête pas là. Des parcs agréables, des places publiques qui sont belles, ça incite les gens à marcher, à passer du temps dehors. Ce qui est bon pour les commerces. Évidemment, ça bénéficie directement aux cafés, aux restos, aux petites boutiques de quartier. L'attractivité résidentielle nourrit l'attractivité commerciale. D'accord, le portrait est presque idyllique. C'est un cercle vertueux parfait. L'investissement public enrichit les proprios qui payent plus de taxes, ce qui finance plus d'investissements. Mhm. Mais ce cycle, il doit attirer énormément de monde. Cette popularité a forcément un coût, non? On ne peut pas avoir 30% de fréquentation en plus dans un parc sans que les infrastructures en souffrent. Et là, vous mettez le doigt sur le revers de la médaille. Le succès a un prix, et les données le montrent de façon assez brutale. Ah oui, Depuis quelques années, et la pandémie a vraiment accéléré le phénomène, on observe une surfréquentation des parcs emblématiques, comme La Fontaine ou Baldwin. On parle d'une hausse de 20 à 30%. c'est énorme. C'est énorme. Surtout dans un quartier aussi dense où, pour beaucoup de gens, le parc, c'est leur seul cours arrière. L'impact est majeur. J'ai l'image d'un parent qui achète un jouet tout neuf à son enfant et 1 heure plus tard, il est déjà brisé parce que tous les amis du quartier ont voulu jouer avec. C'est un peu ça, mais à l'échelle d'un arrondissement. C'est une excellente analogie. L'usure est accélérée de façon spectaculaire. Les modules de jeux pour enfants, les bancs, les fontaines, les sentiers, tout s'abîme beaucoup, beaucoup plus vite. Donc la durée de vie diminue. Exactement. Une infrastructure qui est censée durer, disons, 15 ans, sa durée de vie peut être réduite à 7 ou 8 ans. Et ça change complètement la nature du budget de 5,9 millions. C'est-à-dire que l'argent ne sert plus à créer de nouvelles choses, mais à constamment remplacer ce qui casse.
En grande partie, oui. Une part très significative de ce budget n'est plus allouée à des projets d'embellissement spectaculaires ou à de nouvelles installations, Mais plutôt, mais plutôt à ce qu'on appelle la maintenance préventive et le remplacement précoce. Le budget devient défensif. défensif. Oui, le plateau ne paie pas pour le luxe, il paie pour son hyperdensité et pour l'intensité d'usage de ces espaces. Ce n'est plus un choix, c'est une nécessité opérationnelle pour maintenir un certain standard de qualité. On a donc parlé d'argent, de cycle économique, d'usure, mais au-delà de la finance et de la logistique, il y a les gens qui vivent là. Qu'est-ce que cet investissement leur apporte concrètement dans leur quotidien? Et ça, c'est le cœur de la justification de cette dépense. L'un des impacts les plus importants, et ça l'est de plus en plus avec les changements climatiques, c'est la lutte contre les îlots de chaleur. Ah, très important. Ça peut paraître technique, mais c'est très concret. Une partie du budget est systématiquement utilisée pour planter des arbres, créer des zones de verdure, installer des surfaces qui absorbent l'eau. Donc des surfaces perméables. Exactement. Dans un quartier aussi minéralisé que le plateau, les parcs agissent littéralement comme des climatiseurs naturels. C'est un enjeu de santé publique. Surtout pendant les canicules, où on voit des écarts de température de plusieurs degrés entre un parc et une rue asphaltée. Absolument. J'imagine que ça touche aussi à l'idée de rendre ces espaces accessibles à tout le monde. C'est l'autre pilier social qui est fondamental. Les analyses montrent une volonté très claire d'investir dans l'accessibilité universelle. L'idée, c'est que les nouvelles installations, les rénovations, doivent pouvoir être utilisées par tout le monde. C'est-à-dire, Une personne âgée avec une marchette, des parents avec une poussette, une personne en fauteuil roulant. Ça veut dire des rampes d'accès, des surfaces adaptées, du mobilier urbain bien pensé. et ça crée du lien, j'imagine. Un parc accessible, c'est un lieu où les générations peuvent se mélanger plus facilement. Tout à fait. Et c'est le troisième volet social, le renforcement du lien communautaire. Les sources qu'on a consultées décrivent les parcs comme des catalyseurs de la vie de quartier. J'aime bien l'expression. C'est là que les voisins se croisent, que les enfants se font des amis. On voit des exemples très concrets de ça dans les investissements. La création de jardins communautaires, la rénovation de terrains de pétanque ou de basketball, l'aménagement de grandes aires de pique-nique. Chaque dollar investi dans ce sens, c'est un investissement dans le tissu social. On ne construit pas juste de parcs. On bâtit un environnement qui favorise la communauté. D'accord. Mais revenons à la question qui tue. 5,9 millions de dollars. On a beau tourner ça dans tous les sens, la question demeure, est-ce que c'est beaucoup? Quand j'entends qu'un autre arrondissement comme Saint-Laurent alloue plus de 30 millions à ses loisirs et sa culture, j'ai l'impression que 5,9 millions, c'est presque ridicule. Est-ce que le plateau est juste sous-financé ou est-ce que je rate quelque chose d'essentiel? Vous posez la question cruciale et la réponse est vraiment dans les nuances. Un chiffre seul, ça ne veut rien dire. Ok, Comparons d'abord avec un voisin. Villeray, Saint-Bichel, parc extension. Le budget annuel du plateau est environ 3 fois supérieur au budget moyen que VSP, donc Villeray, consacre au réaménagement de ses parcs. 3 fois supérieur? Oui, à première vue, on se dit « Waouh, le plateau est riche et dépense sans compter ». C'est l'impression que ça donne, oui. 3 fois plus, c'est énorme. Mais la réalité est plus complexe. La différence s'explique par le type de dépense. Le budget de VSP, c'est principalement un budget d'investissement en capital, pour de grands projets de réaménagement. D'accord. Le budget du plateau, lui, est lourdement chargé par l'entretien opérationnel à cause de cette usure extrême dont on parlait. Ah, Pour le dire simplement, VSP met de l'argent de côté pour construire une nouvelle terrasse un jour. Le plateau, lui, doit constamment réparer les planches de sa terrasse actuelle, parce qu'il y a une fête dessus 24 heures sur 24. c'est une excellente image. Ce sont deux réalités financières complètement différentes. Ah, voilà qui est plus clair. Donc VSP est en mode construction, alors que le plateau est en mode réparation intensive. Ce n'est pas une question d'ambition, mais de devoir. C'est de ça. Le plateau dépense pour ne pas perdre la qualité qu'il a déjà. C'est bien ça, hein? C'est exactement ça. Maintenant, prenons l'autre comparaison, Saint-Laurent et ses 30 millions. Oui, 5 fois plus. 5 fois plus, c'est vrai. Mais là encore, le contexte est roi. Ce budget couvre un territoire immense, beaucoup plus vaste que le plateau. Il inclut aussi des arénas, des bibliothèques, des piscines, de grands parcs nature. On ne compare pas la même chose. Donc, si je comprends bien, le budget du plateau n'est pas impressionnant par sa taille, mais par sa densité, sa concentration. C'est ça. C'est comme comparer un projecteur de stade à un laser. L'un éclaire une grande surface avec beaucoup d'énergie, l'autre concentre toute son énergie sur un tout petit point.
C'est ça l'idée. C'est une excellente image. Et ce laser budgétaire, il a des conséquences importantes. Ça veut dire qu'il n'y a aucune marge d'erreur. Ah oui, Chaque dollar doit être optimisé au maximum, parce qu'il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'espace en trop pour compenser un mauvais investissement. L'analyse conclut que si on ramène l'investissement au mètre carré de parc et par habitant, celui du plateau est probablement l'un des plus concentrés de la ville. il ne brille pas par son montant absolu, mais par sa concentration. Et son caractère critique. Ce qui nous amène à cette formule assez forte qu'on retrouve dans les notes, c'est un budget de survie et d'excellence. C'est tout à fait ça. Survie parce qu'il faut constamment lutter contre l'usure pour maintenir les actifs, et excellence parce que la pression est si forte que chaque aménagement doit être parfaitement pensé pour maximiser son impact social, environnemental et économique. C'est la stratégie d'un quartier qui n'a pas la marge de manœuvre de ses voisins. Bon, si on fait le bilan de tout ça, ce chiffre de 5 900 millions de dollars est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est clair. Au final, c'est loin d'être juste une ligne de dépenses pour l'entretien. En effet, c'est d'abord un outil économique redoutable qui alimente ce fameux cycle de création de valeur pour le quartier. Mais c'est aussi, et c'est peut-être le plus important, une dépense défensive. Une réponse, en fait. Une réponse nécessaire à la pression immense que subissent ces espaces publics. Un budget de maintien pour que le quartier ne se dégrade pas sous le poids de son propre succès. Et par-dessus tout, ça reste un investissement fondamental dans ce qui n'a pas vraiment de prix. La qualité de vie, la santé publique et le tissu social. C'est ça. C'est ce qui fait qu'un quartier est plus qu'un simple assemblage de rues et de bâtiments. C'est la conclusion qui s'impose. L'analyse comparative a bien montré que ce budget se distingue non pas par son volume, mais par sa concentration. Il est le reflet direct des défis uniques d'un environnement urbain hyper dense, où chaque mètre carré d'espace vert est un trésor. Un trésor qu'il faut polir sans cesse. Exactement. Et en parlant de trésor, le lien est très clair entre cet investissement public et le maintien de ce qu'on appelle la prime immobilière du secteur. L'argent de tous sert à maintenir une qualité de vie qui, en retour, soutient et augmente la valeur des propriétés privées. Ce qui nous amène à une question de fond pour la suite. Une question qui dépasse largement ce budget. Oui, Si on accepte qu'un investissement public massif dans les parcs et la qualité de vie est un moteur clé de la valeur immobilière d'un arrondissement, comment est-ce qu'on s'assure que les bénéfices de cette qualité de vie, ne finissent pas par exclure les gens. exactement, par la hausse des loyers et des prix, comment on s'assure de ne pas exclure les résidents même pour qui ces parcs sont si essentiels ? C'est le grand paradoxe de ce qu'on appelle l'éco-gentrification. C'est une réflexion qui touche au cœur des défis de la ville juste et équitable de demain.